Pour la deuxième session d'information. Comment à présent? À présent, amis téléspectateurs, pour vous qui venez de nous rejoindre, nous sommes en compagnie du magistrat bienvenu Claude Bado. Et aujourd'hui, il sera question des causes d'extinction de l'action publique. Alors bonjour Monsieur Bado. Bonjour à vous. Et bienvenue sur notre plateau. Ça fait un bon moment quand même. Oui, en effet, ça fait quelques semaines. Oui. Et vous avez manqué à nos téléspectateurs. Bon, peut-être oui. Oui. Alors, il faut souligner que M. Bado est très bien habillé ce matin. Oui. Oui, il faut les rappeler. Ok, merci à vous pour ces compliments. Alors, avec vous ce matin, il sera question des causes d'extinction de l'action publique. Alors, d'entrée de jeu, dites-nous, qu'est-ce qu'une cause d'extinction de l'action publique? Alors, on peut dire qu'une cause d'extinction de l'action publique est une circonstance, une raison ou un motif qui, lorsqu'ils se produisent ou arrivent, font qu'on ne pourra plus poursuivre l'auteur d'une infraction pénale. En ce sens que lorsque ces faits vont se produire ou se réaliser, vont constituer des obstacles à la poursuite donc, de l'auteur de l'infraction. Est-ce que vous pouvez nous rappeler en fait ce que c'est que l'action publique? Parce que je me rappelle bien qu'on en a parlé, mais les téléspectateurs ont dû oublier. Est-ce que vous pouvez un peu nous dire ce que c'est? En effet, c'est vrai qu'on a déjà eu à parler de l'action publique lorsqu'il s'agissait donc de parler des actions qui naissent de la commission de l'infraction pénale. Oui. Alors, il faut savoir que lorsqu'une infraction pénale est commise, deux types d'actions naissent. Et il y a l'action civile et l'action publique. Maintenant, en ce qui concerne la définition de l'action publique, on peut dire que l'action publique est l'action donc, qui naît après la commission d'une infraction et qui est mise en mouvement par les magistrats du parquet de façon générale et exceptionnellement par certaines catégories de fonctionnaires et qui permet donc de poursuivre le délinquant ou le présumé délinquant si vous voulez, dans le but de lui infliger, s'il y a lieu, la sanction pénale au nom de la société. D'accord. Alors, combien y a-t-il de causes qui éteignent l'action publique? En ce qui concerne les causes qui éteignent l'action publique, alors à la lecture donc, des textes de loi, notamment donc, du Code de procédure pénale, notamment en son article 6, et plus tard les articles qui suivent, on voit que ces dispositions parlent des causes qui éteignent l'action publique. Et en ce qui concerne les causes qui éteignent l'action publique, la première, c'est la mort du délinquant. Ça veut dire que si quelqu'un faisait l'objet de poursuites pénales, s'il meurt, on ne pourra plus poursuivre. Parce que la justice ne travaille pas avec des cadavres, elle travaille avec des gens vivants. Donc, dès lors que la personne est décédée, l'action publique s'éteint. Et donc on ne peut plus poursuivre. Il y a aussi la prescription. La prescription, c'est au bout d'un certain temps, l'action publique s'éteint. Et les infractions ont été classifiées au cours de précédentes émissions en crimes, délits et contraventions. Alors donc la prescription aussi varie selon qu'il s'agit d'un crime, délit ou d'une contravention. Donc c'est un temps au-delà duquel on ne pourra plus poursuivre l'auteur d'une infraction. Par exemple, pour le crime, le temps de prescription est de 10 ans. Lorsque 10 années s'écoulent, alors après la commission d'un crime, alors même qu'on n'a pas engagé une action de poursuite ou un acte d'instruction, alors donc on ne pourra plus poursuivre l'auteur donc de ce crime. Pour le délit, le temps de prescription est de 3 ans. Donc au-delà des 3 ans qui passent après donc la commission de l'infraction qualifiée délit, on ne pourra plus non plus poursuivre l'auteur donc de cette infraction qualifiée délit. D'accord. Pour le cas du crime, c'est lorsqu'on n'a pas engagé une poursuite. Oui, ou qu'on l'a engagé, mais qu'à partir d'un moment donné, on n'a plus rien fait. Par exemple, on peut bien engager une poursuite contre l'auteur de l'infraction, mais à partir d'un moment donné, c'est comme si tout le monde, en tout cas les autorités chargées de poursuivre le reste de la procédure, là, oublie. Le dossier est là, on ne fait plus rien. Supposons qu'il fasse
10 ans, 3 jours dans un cabinet d'instruction, on l'a oublié. Et puis sur le dossier, le juge n'a plus jamais travaillé. On ne pourra plus rien faire. Par exemple, ni le juge, ni le procureur, personne ne s'est intéressé au dossier. Plus de 10 ans après, le dossier serait prescrit. Voilà. Donc, mais dans ce cas, des gens pourraient le faire expressement. Hein? Bon, je ne sais pas, la mauvaise foi n'est pas à exclure, mais bon, en tout cas, 10 années quand même, au bout de 10 ans, dans un cabinet d'instruction, on a la chance que ce ne soit plus le même juge. Donc, cette mauvaise foi est vraiment limitée. Voilà, donc, je crois que ça arrive rarement. Voilà. Maintenant, pour terminer avec les cas de la contravention, le temps de prescription, c'est 1 an. Alors, donc, c'est pour dire que vous avez fait l'objet d'une contravention. Si une année après, on ne vous a pas poursuivi, si la contravention, vous l'avez commise en 2010, mais en 2012, on ne pourra plus rien faire. Voilà, donc, ça se compte au jour le jour. Et une année civile après, vous pouvez vraiment invoquer la prescription et on ne pourra rien faire. Il y a aussi, toujours dans le sens des causes qui éteignent l'action publique, l'autorité de la chose jugée. L'autorité de la chose jugée, c'est l'autorité qui est rattachée à une décision de justice et qui lui donne donc ce pouvoir d'être exécutoire. Alors, lorsqu'une décision de justice est rendue, elle est revêtue de l'autorité de la chose jugée. Et lorsqu'on épuise toutes les voies de recours, elle acquiert force de chose jugée. Voilà, ça c'est des détails peut-être sur lesquels on reviendra sur d'autres émissions. Il y a aussi l'amnistie. L'amnistie, c'est un acte donc, du pouvoir législatif donc, qui émane du Parlement, qui décide donc d'amnistier des faits donnés. Alors, l'amnistie peut intervenir alors que des procédures pénales n'avaient même pas été engagées. C'est pour dire que dès lors que l'amnistie intervient, on ne pourra plus jamais intenter de procédure pénale contre l'auteur des faits amnistiés. Bon, l'amnistie aussi peut intervenir après la condamnation pénale. Ça veut dire que la peine est connue, mais si l'amnistie intervient après donc, la condamnation pénale, elle fait qu'on ne doit plus exécuter donc, la sanction pénale. Toutefois, les condamnations pécuniaires en guise de réparation pour les préjudices subis, voilà, donc pour les victimes donc, de l'infraction, elles restent redevables. Donc ça veut dire que l'auteur de l'infraction qui a eu la chance que ces faits ont été amnistiés doit toutefois réparer les préjudices qu'il a eu à causer du fait de l'infraction. Voilà, donc il y a aussi en fait, l'abrogation de la loi pénale. Bon, l'abrogation de la loi pénale, ça veut dire que la loi pénale est supprimée, c'est-à-dire que l'enlève du dispositif législatif du pays. Par exemple, les poursuites sont basées sur des lois. Si la loi elle-même disparaît, alors c'est pour dire qu'on ne pourra plus poursuivre parce qu'il n'y a plus de référentiel pour dire qu'on vous poursuit en vertu de telle ou telle disposition de telle loi. Si la loi elle-même n'existe pas, c'est-à-dire qu'on ne pourra plus vraiment vous poursuivre. Il y a toujours dans le cadre des causes d'extinction de l'action publique, la transaction. La transaction, c'est un mécanisme qui permet à ceux qui ont le pouvoir donc d'engager des poursuites contre l'auteur d'une infraction, alors d'engager des négociations, ça peut être de leur initiative ou à l'initiative donc du délinquant ou présumé, en tout cas ici, généralement quand on parle de transactions, il s'agira de délinquants, beaucoup moins que de présumés délinquants. Alors, le délinquant peut prendre l'initiative de proposer une transaction à l'autorité qui était chargée de poursuivre. Alors, bien sûr, ce n'est pas à n'importe quelle matière. Et l'autorité peut accepter, alors donc fixer un montant, et puis les délinquants payent et l'action publique s'éteint. Ça veut dire qu'on ne peut plus poursuivre les délinquants pour ces faits. Maintenant, la transaction, comme je l'ai déjà dit, ce n'est pas à n'importe quelle matière qu'on peut parler de transaction. Maintenant, là où on peut parler de transaction, il y a lieu aussi de savoir que la transaction n'est pas obligatoire. Ça veut dire que on ne peut pas imposer à un délinquant une transaction. D'autant plus que souvent, même, il peut ne pas être dans la possibilité de payer le montant qu'on lui donne. Maintenant, le montant qu'on fixe
dans le cadre d'une transaction, ne doit pas aussi être fixé à l'arbitraire. Oui. Par exemple, si on a pris un éleveur avec 15 bœufs dans une réserve, on n'ira pas lui demander de payer une contravention de 200 millions. Vous voyez que ça n'a rien de sérieux. Oui. Voilà. Si on prend le même éleveur aussi avec 15 bœufs toujours dans la même réserve, on n'ira pas lui demander de payer aussi 1500 francs. Vous voyez que là aussi, c'est tellement dérisoire. Voilà. Donc, généralement, la loi prévoit une fourchette d'amende, voilà, des transactions, et puis le montant devrait se situer entre cette fourchette-là. Ça peut être la borne inférieure, ça peut être la borne supérieure, mais pourvu que le montant soit dans ce contexte-là, et ça marche. D'accord. Mais pour cette transaction, c'est une question d'entente, hein, parce que le délinquant peut proposer une transaction et peut-être le plaignant va refuser catégoriquement. Oui, l'autorité de poursuite n'est pas obligée d'accepter. Mais comme je l'ai dit, ce n'est pas dans toutes les matières. Par exemple, si vous avez fait l'objet, vous avez commis une escroquerie, vous ne pouvez pas proposer une transaction, a fortiori même qu'elle soit acceptée par qui que ce soit, c'est pas possible. Bon. Maintenant, par exemple, les infractions en matière environnementale ou en matière douanière, voilà, on vous a pris en train de faire de la fraude. Voilà, donc vous pouvez vous entendre avec les douaniers. Si lorsqu'ils l'acceptent, alors vous payez le montant qu'on vous a fixé. Et l'infraction, c'est comme si elle disparaît, elle est effacée. Comme si on ne peut plus, voilà, on ne peut plus vous poursuivre pour ça. Voilà. Donc il y a toujours dans le cas des causes qui éteignent l'action publique, il y a enfin les retraits de la plainte. Vous savez, dans certaines matières, la loi a prévu que pour qu'il y ait plainte, il faut d'abord, pour qu'il y ait poursuite, il faut qu'il y ait d'abord une plainte préalable. Par exemple, en matière d'adultère. Voilà, lorsque votre conjoint commet un adultère, voilà, c'est l'autre qui est victime de l'adultère là, qui est en droit de déposer une plainte. C'est pour dire qu'un magistrat, même du ministère public, qui est au courant donc de l'adultère d'un monsieur donné, une dame ne peut pas se saisir d'office. Il faut d'abord que l'autre conjoint qui est victime, alors donc de l'adultère, dépose une plainte et qu'à partir de cette plainte maintenant, la procédure contre le conjoint adultère et puis son complice, puisqu'en la matière il y a forcément un complice. Maintenant, ce qu'il y a lieu de savoir ici, c'est que les faveurs qui sont accordées au conjoint adultère profitent à son complice. C'est-à-dire que alors, les retraits de la plainte, lui aussi, il échappe automatiquement aux poursuites. On peut reconnaître quand même que c'est un avantage parce qu'on peut l'isoler et le poursuivre seul. Mais la loi prévoit que le retrait de la plainte met fin aux poursuites. Donc, avec dit que le complice de l'adultère, lui aussi, profite donc de la plainte. Et la loi poursuit en disant même que lorsque le retrait de la plainte intervient après une condamnation pénale, alors cette condamnation pénale ne doit pas s'exécuter. D'accord. Donc si vous êtes condamné à une peine de prison de 1 an et qu'après on vient retirer la plainte, vous n'allez plus en prison. Pour les cas d'adultère, la peine de prison ne va pas jusqu'à 1 an. La loi prévoit que c'est de 2 mois à 6 mois. Mais reconnaissons quand même que ce n'est pas négligeable. 2 mois à 6 mois. 2 mois à 6 mois en prison. Et puis ensuite, ça donne à réfléchir. Il y a lieu aussi souvent de payer une amende. Le juge peut vous condamner soit à la seule peine d'emprisonnement. Il peut aussi joindre la peine d'amende ou les deux. Dans tous les cas, la peine de prison, c'est de 2 mois à 6 mois et la peine d'amende, c'est de 50 000 à 150 000. Bon, là aussi, je crois que quand même, ce n'est pas un montant négligeable pour tous ceux qui sont dans cette activité. Voilà. Alors, on a parlé tantôt des causes d'infection de l'action publique. On a parlé de la mort de l'auteur de l'infraction. Est-ce que qu'en sera-t-il des conséquences subies par les victimes de l'infraction si l'auteur de l'infraction décède?
Donc, si, par exemple, il y a un seul délinquant, c'est-à-dire le dossier, il y a une seule personne qui est poursuivie. Alors, si malheureusement cet individu meurt, les poursuites pénales prennent fin. Ça veut dire que si le dossier était devant le juge, on produit par exemple un certificat de décès qui amène le juge à, en tout cas, accepter en toute vraisemblance que l'individu est décédé. Alors donc, le dossier doit être rayé du rôle. C'est-à-dire qu'on doit le faire sortir des dossiers du tribunal. Il doit être rangé dans une armoire peut-être d'archives ou bien des dossiers déjà jugés. En tout cas, on classe ça, ça ne peut plus faire l'objet donc de poursuites pénales. Maintenant, l'intérêt de la question ici, c'est que si les délinquants meurent, alors même qu'il y a eu des préjudices qui ont été subis, voilà, en ce moment, quand même, ça mérite qu'on y mène une petite réflexion. Donc, si les délinquants meurent alors qu'il y a eu des préjudices qui ont été subis, alors les réparations civiles sont toujours possibles et maintenant à la charge des héritiers. Maintenant, il faut reconnaître que tout ce qui est pénal et qui va dans le sens des condamnations, donc comme la peine de prison, ne saurait être mise à la charge des héritiers. Maintenant, pour les réparations civiles, voilà, donc les héritiers, même dans certaines situations, l'acceptent volontiers parce qu'ils reconnaissent que celui duquel ils tiennent leurs droits, il a été véritablement à la base donc, du préjudice ou des préjudices subis par beaucoup de gens. Donc, ils acceptent volontiers. Maintenant, en ce moment, le dossier qui était déjà devant le tribunal pénal ou en tout cas la juridiction répressive, alors le juge qui n'avait rien fait du tout peut directement constater donc que l'action publique est éteinte. Alors, lorsqu'il va rayer l'affaire de son rôle, on pourra le reprogrammer ce dossier devant le juge civil, juge pour demander des réparations pour les préjudices subis du fait de l'infraction. Maintenant, il y a des infractions pour lesquelles il n'y a pas de partie civile. Par exemple, on vous a pris avec une arme alors que vous n'avez pas les papiers, détention illégale d'armes à feu. Mais vous n'avez causé de préjudice à quelqu'un, à personne, je veux dire, si ce n'est que ça. Vous détenez une arme sans en avoir les papiers ou l'autorisation. Bon, concrètement, le préjudice, vous ne l'avez causé à personne, sauf à la société. Or, la société encore, on peut dire que c'est nous tous. Voilà. Mais en tout cas, il n'y a pas quelqu'un qui peut venir dire qu'un tel individu, en détenant une arme à feu, alors même qu'il l'ignorait, c'est un préjudice. Voilà. Donc, sauf s'il y a eu des menaces avec l'arme, là, c'est autre chose. Maintenant, la simple détention donc, d'une arme à feu sans les titres qu'il faut, voilà, c'est une infraction, détention illégale d'armes à feu. Maintenant, ici, il n'y a pas de partie civile. Donc, dès lors qu'on va constater que le délinquant est mort, l'affaire est rayée et le dossier est entre guillemets classé. Plus de suite. D'accord. Voilà. Est-ce qu'il y a des cas où, par exemple, les héritiers refusent peut-être de réparer le préjudice? Si les héritiers tentent de refuser, alors même qu'ils ont les moyens, on peut les contraindre. Il suffit que le juge ait rendu sa décision au niveau civil, condamnant donc à payer tel ou tel montant. Puisque quand on n'hérite pas que des avoirs de celui qui est décédé. Hein. Mais si vous voulez juste les avoirs et hériter ses dettes, ça ne marche pas. Donc, quand vous héritez, c'est le patrimoine. Vous héritez du patrimoine. Et dans le patrimoine, il y a aussi les obligations. Donc, si les héritiers tentent de refuser, donc pourvu qu'il y ait une décision devenue exécutoire, il y a les procédures d'exécution forcée. Voilà, donc il y a des autorités compétentes aussi pour mettre en œuvre ces genres de procédures-là. Vous les saisissez et puis voilà. Et pour le cas où ils n'ont pas les moyens, parce qu'il y a certains qui n'ont pas. S'ils n'ont pas les moyens, avouez quand même qu'on ne va pas les vendre pour payer la dette. S'ils n'ont pas les moyens, ça c'est un constat. Si vous avez affaire à un contradicteur en justice, il se trouve que celui qui vous est opposé en justice, c'est un misérable. Souvent même, c'est un motif pour que vous ne continuez pas la procédure, puisqu'elle sera inutile. On le condamne à payer, il ne peut rien payer. Si c'est au pénal, certains se réjouissent de voir donc les délinquants en prison, c'est une satisfaction morale. Mais si aussi c'est au civil, vous voyez qu'il ne pourra
manifestement rien payé. Oui. Donc peut-être même c'est un motif non juridique en tout cas pour que vous puissiez vous résoudre à ne rien faire parce que même si on le condamne à payer, il ne peut rien et tout le monde constate qu'il ne peut rien payer. Bon, comme je l'ai dit encore plus haut, on n'ira pas le vendre. Donc on constatera qu'il est vraiment indigent, incapable de payer quoi que ce soit. Et on s'en tiendra à ça. Alors, une dernière question très rapidement. Alors, si un groupe de bandits commettent une infraction grave, la mort de l'un d'eux va-t-elle empêcher la poursuite contre les autres malfrats? Si un groupe de délinquants commettent une infraction, alors il faut savoir que les poursuites pénales, même si elles sont engagées simultanément et de façon conjointe contre un groupe de délinquants, chacun répond individuellement devant le tribunal des faits qui lui sont reprochés. Donc, le décès d'un des délinquants, présumé délinquant, éteint l'action publique à son égard. Donc, ça veut dire que les autres resteront dans la procédure et vont être poursuivis et condamnés s'il y a lieu. Voilà, donc c'est pour dire que la mort d'un des délinquants n'éteint pas l'action publique à l'égard de tous, mais seulement à son égard, c'est-à-dire à l'égard de celui qui est décédé. Voilà, maintenant, par contre, sur les aspects civils, tous les délinquants, bien sûr, peuvent être condamnés solidairement à réparer le préjudice. Voilà, le préjudice civil. Voilà, et puis en ce moment, le paiement fait par un, deux, est valable pour tous. Voilà. Merci, M. Bado. Et rappelons à mes téléspectateurs que nous étions en compagnie du magistrat bienvenu Claude Bado. Et avec lui, il était question des causes d'extinction de l'action publique. Merci encore d'être passé. Merci à vous aussi. En tout cas, je sais que plusieurs lanternes ont été éclairées ce matin à travers ce thème. Alors, la suite du programme. La suite, c'est un peu de musique avec l'artiste Tines pour dire au revoir à notre invité. Yoska, le faro, tu te joues les choucous, tu fais le flanc tout ça pour blaguer les goûts.